que je dis. Oui, alors normalement, j'ai mis tous les sondages de manière anonyme parce que mon but n'est pas de pointer du doigt ou que vous vous sentiez, je vais revenir là-dessus, ou que vous vous sentiez idiot quand vous vous trompez, qu'il y ait une pression sociale quelconque. Moi, je m'en fous. Vaut mieux se planter maintenant et qu'on s'explique et que ceux qui ont mal répondu comprennent pourquoi ils ont mal répondu de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème. Oui, effectivement, les mutants, ils préexistent à la sélection. Ce sont les deux expériences que je vous ai montrées en fin de cours lundi, avec les expériences de Newcomb notamment, et de Lederberg, qui ont montré que quand on identifiait où étaient les souches qui étaient résistantes à un phage, elles étaient toujours au même endroit. Donc, les souches, elles étaient existantes avant qu'on mette le phage. Ce n'est pas le fait de mettre le phage qui créait la mutation. De la même manière que quand on prend un antibiotique, ce n'est pas le fait de prendre l'antibiotique qui fait apparaître des souches résistantes aux antibiotiques. Ce qu'on fait, c'est que quand on prend l'antibiotique, on tue celles qui ne le sont pas. Donc, forcément, la population qui reste est résistante. Ou en tout cas, on enrichit en résistant. Et le fait est qu'il y a des études qui ont été faites sur la résistance de bactéries à l'eau de Javel, et on s'aperçoit que les bactéries qu'on retrouve dans les égouts, dans les eaux usées, elles sont plus résistantes à l'eau de Javel que d'autres bactéries. En fait, elles sont résistantes à des faibles doses d'eau de Javel. Mais le fait de développer une résistance à une faible dose va permettre aux bactéries de créer de la diversité et d'augmenter le risque d'avoir l'apparition de bactéries qui vont être résistantes à une plus forte dose, etc. Okay. Le premier contrôle, ce sera je crois que c'est le 1er mars, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le lundi de retour après les vacances. Wouhou! Bonnes vacances. Ouais, c'était histoire de vous pourrir vos vacances. Parce que moi, je crois que je ne vais pas en avoir. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire. Non, je rigole. C'est pas pour ça. C'est parce que, bon, je trouve que c'est aussi pour vous forcer à relire un petit peu avant de revenir. C'est pas très gentil, mais bon, je pense que c'est efficace. Alors, voilà. Donc, vous êtes 13% à ne pas avoir assimilé la notion ou avoir cliqué maladroitement, ce qui peut arriver aussi. Si c'est toujours pas clair pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en rediscutera. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation qui est importante. Hop, donc je partage les résultats. Voilà. 163 qui ont bien répondu, 24 qui se sont trompés et une vingtaine qui sont en train de faire autre chose ou qui ont peur de faire des bêtises. OK. Donc ça, c'était le petit premier sondage. Je vais vous faire un deuxième sondage pendant qu'on y est. Alors, comment je fais ? Arrêtez de partager. Paf. Je peux relancer le sondage, mais moi, je voudrais changer de sondage. Voilà, il est là. Toc. Allez, un deuxième petit sondage sur les gains de fonction, les pertes de fonction. Alors, un mutant GAL-, de phénotype GAL-, est un mutant perte de fonction phénotypique, gain de fonction phénotypique, perte de fonction génotypique, gain de fonction génotypique, pléiotrope et ou conditionnel. Vous avez raison, Massina, pour votre commentaire, pardon. Oui, les petits CC que je vous ferai, ils seront en ligne. Donc, ça veut dire que vous aurez accès à vos données. Allez, on monte. On est à 80 personnes qui ont répondu. Oh, bah vous faites comme vous voulez, non? Vous faites votre idée. Le but du jeu, c'est que vous posiez la question et que si c'est pas clair pour vous ou si vous vous trompez, que les réponses que je vous apporte vous apportent la lumière. Alléluia. Donc, Léon, par rapport à votre commentaire, effectivement, le fait de mettre de l'eau de Javel ou des antibiotiques, ça révèle celles qui sont résistantes. Et quand on fait un traitement à moitié d'antibiotiques, eh ben, on va pas tuer celles qui sont résistantes à une faible dose et celles-là, elles vont pouvoir
avec l'accumulation de mutations au cours des générations, donner des bactéries qui seront résistantes à une plus forte dose. Donc, on augmente le risque d'apparition de résistance. Et puis, celles qui ont résisté la première fois, souvent, les gènes de résistance sont portés par des plasmides. Elles peuvent échanger leurs plasmides, donc elles peuvent les filer à d'autres bactéries. Donc, bon, voilà. À la fin, on peut avoir des multirésistantes comme ça. Vous ne voyez plus le sondage. Pourtant, il y en a encore qui votent, non? Alors, je mets fin et puis je vais partager. Non, il y en a encore qui votent. Ah ben, s'il y en a qui sont résistantes à une forte dose d'antibio, la solution, c'est de mettre un autre antibio qui n'est pas de la même famille, qui n'agit pas par le même mécanisme. Et quand on a des multirésistantes, ben, on est embêté. Voilà. Oui, oui, c'est TD1 vendredi et c'est moi qui vous le ferai. Je remplace Madame Netter vendredi. Alors, ce n'est pas forcément de la reproduction. On verra ce qui se passe chez les bactéries à la fin du semestre, mais bon. Alors, je vais mettre fin au sondage puisqu'il y a 184 réponses. Hop, et je vais partager les résultats. Donc, vous voyez que à une très forte majorité, vous me dites c'est une perte de fonction phénotypique. Effectivement, c'est un phénotype Gall-, donc c'est bien une perte de fonction phénotypique. Donc, ça n'est pas un gain de fonction phénotypique. Être Gall+, à partir d'une... Si j'ai une souche qui est Gall+, et que je fais une mutagénèse pour récupérer... Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Si j'ai une souche qui est Gall-, que je fais une mutagénèse pour récupérer des Gall+, là, je vais chercher des gains de fonction phénotypiques. C'est-à-dire, elles ont un phénotype, elles seront capables de pousser quand on leur met que du galactose pour se nourrir. Okay. Alors que là, si on leur met que du galactose, elles ne sont pas capables de former des colonies, contrairement à une souche sauvage. Donc, elles ont perdu une capacité qu'avait la souche sauvage. Alors, est-ce que c'est une perte de fonction génotypique ou un gain de fonction génotypique? En fait, on n'en sait rien, parce que perte de fonction génotypique ou gain de fonction génotypique, ça se rapporte au fait que le gène est plus ou moins exprimé ou que le produit du gène soit plus ou moins actif. Donc, un gain de fonction génotypique, ça veut dire que je vais avoir plus d'activité du produit du gène. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière ce côté Gall-. Ça peut être un gain de fonction comme une perte de fonction génotypique. Okay. On ne voit que la fonction du gène, c'est ça. Non, là, ce qu'on voit, c'est uniquement le phénotype. Et on ne sait pas quel est le gène et quel est son rôle. Peut-être que c'est un gène qui réprime normalement la synthèse de la consommation de galactose et qu'il est activé de manière constitutive. Okay. Donc, dans ce cas-là, c'est un gain de fonction génotypique qui conduit à la perte de fonction phénotypique. Ou peut-être que c'est la perméase au galactose qui est mutée. Et du coup, en mutant en faisant une perte de fonction génotypique de cette perméase, donc je supprime la perméase ou j'en diminue sa quantité, ou elle est moins efficace, eh ben, je vais avoir aussi une perte de fonction phénotypique. Donc, attention au phénotypique, génotypique. Alors, pléiotrope, ça veut dire quoi, pléiotrope? Vous vous souvenez? Alors, si ça avait été Gall+, je réponds à la question de Léa Inès. Si ça avait été un phénotype Gall+, ça aurait été un gain de fonction phénotypique, tout à fait, parce qu'on serait parti d'une souche qui était Gall-. Donc, on aurait gagné la capacité à accroître dans ces conditions-là. Voilà. Une mutation pléiotrope, c'est une mutation qui a un effet sur plusieurs caractères. Là, on s'intéresse qu'à un seul caractère, donc j'ai aucune donnée qui m'indique que c'est pléiotrope. Ok, donc je vais répéter après. Est-ce que c'est un mutant conditionnel? Un mutant conditionnel, c'est un mutant dont le phénotype n'apparaît que dans des conditions qu'on appelle restrictives et pas dans les conditions permissives. Donc, par exemple, en fonction de la température. Là aussi, je ne vous ai pas du tout parlé de ça. Donc, la bonne réponse, c'était perte de fonction phénotypique et c'était la seule réponse qu'il fallait donner. Toutes les autres, il ne fallait pas les donner. Voilà, c'est ça, Lina. Quand c'est pléiotrope, il y a plusieurs phénotypes visibles. Enfin, il y a des phénotypes qui affectent des phénotypes pour plusieurs caractères. Monsieur? Oui, je vous écoute. Vous pouvez répéter ce que c'est qu'un mutant conditionnel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Un mutant conditionnel, c'est un mutant dont le phénotype n'apparaît que dans certaines conditions, qu'on appelle les conditions restrictives. Et dans d'autres conditions de culture,
on ne voit pas le phénotype mutant, même s'il y a la mutation qui est présente, la mutation conditionnelle. Là, dans ce cas-là, ce sont les conditions de culture qui sont dites permissives. Donc, par exemple, des mutants thermosensibles, ils vont avoir un phénotype sauvage à faible température, et quand on élève la température, le produit du gène, la protéine en général, va être moins stable, elle va perdre son activité parce qu'elle va mal se conformer, elle va être dégradée peut-être même. Enfin, en tout cas, elle va perdre son activité, et donc à haute température, on aura un phénotype mutant qui apparaîtra. C'est plus clair? Oui, merci. Génial, que du bonheur. Ok. Donc, pour dire qu'un mutant est pléiotrope, il faut que vous ayez l'information que la même mutation crée des phénotypes dans deux caractères, enfin, affecte deux caractères différents. Okay. Prenons un exemple simple. Prenons les roux. Vous avez déjà sûrement rencontré des personnes rousses, ça arrive. Il y a des gens très bien comme ça. J'en ai plusieurs dans ma famille. J'en ai même 4 à la maison. Figurez-vous que la mutation du gène MC1R, qui est responsable de ce changement de couleur des poils, des cheveux, il a un autre effet sur la sensibilité aux analgésiques. Okay. Donc, il y a deux caractères. Le fait d'être sensible aux analgésiques, notamment dentaires, et puis le fait d'avoir une couleur de cheveux différente. Okay. Deux caractères complètement différents pour une même mutation. Donc ça, c'est un effet pléiotrope de la mutation. Pléiotrope, c'est un phénotype égal plus caractère ou un caractère pour plusieurs phénotypes. Oh là là, Charline, j'ai du mal à comprendre exactement votre formulation. Alors, le phénotype, c'est une forme d'un caractère. Un caractère, ça peut avoir plusieurs formes. Prenons la couleur des cheveux que je prenais comme caractère. On peut avoir les cheveux noirs, blanc, poivre et sel, roux, brun, auburn, enfin voilà, blond, on peut en faire plein. Okay. Le caractère, c'est couleur des cheveux. Et les différents phénotypes, bah, c'est les différentes formes que peuvent prendre les couleurs des cheveux. Okay. Moi, je suis poivre et sel. Ok, un analgésique, un truc contre la douleur, si vous voulez, un produit antidouleur. Donc, deuxième caractère, résistance ou sensibilité aux antalgiques. Okay. Je suis résistant, plus ou moins résistant à ces antalgiques. Donc, je vais avoir le phénotype sensible aux antalgiques. Quand j'en prends, c'est très efficace. Peu sensible, moyennement sensible. On peut avoir comme ça des catégories qui sont qualitatives aussi. Des phénotypes qui sont qualitatifs. OK? Monsieur, Est-ce que vous pouvez juste répéter une dernière fois la définition de pléiotrope, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être pas la dernière fois, je vous le redirai à un autre moment dans ma vie. Le fait qu'une mutation soit pléiotrope, c'est le fait que la mutation affecte plusieurs caractères, enfin au moins deux caractères. Okay. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, je voulais savoir, le phénotype, c'est bien l'expression des gènes. Donc, je voulais savoir si, du coup, d'un certain côté, le phénotype, ce serait la fonction du gène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, mais on ne va pas l'exprimer comme ça. Donc, le phénotype est le résultat des combinaisons de gènes enfin, des combinaisons d'allèles des gènes qui sont impliqués dans le contrôle génétique du caractère, mais pas que, puisque vous avez aussi, pour la plupart des phénotypes et des caractères, des contrôles qui ne sont pas génétiques. Okay. Tout n'est pas contrôlé par la génétique. Okay. L'environnement est très important. Donc, je ne sais pas si ça vous va comme réponse ou si c'est trop flou. Oui, merci. Ok. Je ne sais pas si j'ai partagé là. Je ne sais plus si j'avais partagé. Alors, je crois que j'avais partagé, mais je repartage. Ok. Alors, on va changer de sondage. Troisième sondage. Ah, excusez-moi. On s'intéresse cette fois-ci
a des levures de phénotype Gall-, et je vous dis, je fais un crible positif pour les sélectionner ou j'utilise une étape d'enrichissement pour les sélectionner, enfin, et où, chaque fois. Elle prolifère sur un milieu M0, elle prolifère sur un milieu M0 Gall, elle prolifère sur un milieu M0 plus Gall. Ce sont des mutants d'anabolisme ou ce sont des mutants de perte de fonction génotypique ou des mutants de gain de fonction phénotypique. C'est plus compliqué là. Il y a plusieurs notions là. On voit beaucoup de notions même. Oui, oui, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Monsieur, Oui, je vous écoute. quand vous dites elles prolifèrent, ça veut dire elles peuvent ou ça veut dire c'est le milieu qu'on doit sélectionner en fait? Ah non, non, elles peuvent proliférer, elles peuvent survivre et se multiplier sur ce milieu. C'est ça ma question. D'accord, merci. Je vous en prie. Une soixantaine de réponses. C'est le dernier, c'est le dernier sondage. Un gain de fonction moléculaire, c'est la même chose qu'un gain de fonction génotypique. En gros, on le verra plus tard, ça veut dire que le produit du gène est plus souvent présent. Il est présent dans les conditions où il n'était pas censé être présent avant et où il a plus d'activité. Par exemple, il ne peut plus être contrôlé par un répresseur négatif, enfin par un répresseur. Ça, c'est un gain de fonction moléculaire. Et une perte de fonction moléculaire, c'est le contraire. Il y a moins de produits où le produit est moins efficace. Il est moins facilement activé, il interagit moins avec son substrat, etc. Alors, ça continue à répondre. On a 150 réponses presque. Okay. Allez, on va bloquer là, on va s'arrêter là pour les réponses. J'espère que je ne frustre pas trop. Ah, du coup, ça se précipite là. Oh là là, 170. Bon, ça vient d'être fini. OK. Donc, des levures de phénotype Gall-. Est-ce que je fais un crible positif pour les sélectionner ou un crible négatif? Vous êtes 27% à avoir dit que c'était un crible positif. Non, c'est un crible négatif, effectivement. C'est-à-dire que quand je vais chercher des Gall-, les Gall-, elles ne sont pas capables de croître. Elles ont perdu une fonction, en fait. C'est un crible négatif. Elles ont perdu une fonction. Elles ne sont plus capables de croître quand je leur donne que du galactose. Donc, j'utilise une étape d'enrichissement pour les sélectionner puisque ça va être un crible négatif. Okay, donc, ayez bien ce réflexe. Crible négatif égale étape d'enrichissement. Perte de fonction phénotypique égale crible négatif. Gain de fonction phénotypique égale crible positif. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez graver dans votre cerveau. Donc, elle prolifère sur milieu M0, bah, bien sûr, vous avez raison, pour 49% d'entre vous. Vous avez raison, puisque dans le milieu M0, il y a du glucose. Les Gall-, elles sont glucose plus. Il n'y a pas de raison qu'elles soient glucose moins. Donc oui. Ce qui est prolifère sur du milieu M0 plus Gall. Donc c'est du milieu avec du glucose dans lequel on a rajouté du galactose. Ben oui, elles sont aussi capables de proliférer dans ces conditions-là, puisqu'elles ont du glucose. Est-ce qu'elles sont par contre capables de proliférer sur un milieu M0 entre parenthèses Gall? Non, puisqu'à la place du glucose, on a mis du galactose et qu'elles ne sont pas capables de consommer le galactose. Okay. Ce sont donc des mutants perte de fonction phénotypique. Et donc là, vous n'aviez aucune de ces deux réponses qui était bonne, puisque là, c'est perte de fonction génotypique et on n'en sait rien. Et en dessous, il y avait gain de fonction phénotypique. Non, non, c'est bien une perte de fonction phénotypique. Elles perdent une capacité. Okay. Donc, pour la plupart, vous avez compris. Ceux qui ont du mal, j'espère que ça vous a aidé. Je vous ferai peut-être un sondage, un de ces quatre, pour vous demander si ces sondages-là aident. On va faire un sondage dans les sondages. Hop.
Alors, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié l'anabolisme. Est-ce que ce sont des mutants d'anabolisme ou du catabolisme? Donc, c'est bien de catabolisme, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de dégrader le galactose. Catabolisme, c'est la dégradation, l'anabolisme, c'est fabriquer. Pensez aux produits anabolisants que prennent les sportifs, c'est pour construire du muscle, c'est pour fabriquer. Okay. Donc, voilà. On va arrêter. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'avais créé d'autres sondages, mais je ne les vois pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait encore. J'en ai mis plusieurs dans un, et visiblement, il n'y en a qu'un qui apparaît. Bon. Donc, en fait, elles sont incapables de consommer le galactose. Donc, soit elles sont incapables de le faire rentrer dans la cellule, soit elles sont incapables de le dégrader. Donc, c'est bien un problème de dégradation. Okay. Alors, faites pas alors, bon, c'est une bonne question quand même, la question de Mélanie. Crible négatif, c'est de l'anabolisme, point d'interrogation. Effectivement, crible négatif, si vous cherchez une perte de fonction, non, en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Je ne sais pas pourquoi je dis effectivement, il n'y a pas de lien. Vous pouvez chercher, si vous vous intéressez à un mutant histidine-, on va changer. Avant de faire la réflexion sur le mutant histidine-, je vais répondre à la question de El Hadji Seydou. Donc, la bonne réponse est effectivement M0 plus gal ou M0, puisqu'il n'y a pas que du galactose comme sucre. Donc, la cellule est capable de proliférer dans ces conditions. Voilà, c'était Maëlle qui répondait. Audrey, vous pouvez répéter les bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses, c'est étape d'enrichissement, M0, M0 plus gal. Voilà. Ça tombe bien, je crois que c'est les 3 réponses qui ont eu le plus de bonnes réponses. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si on s'était intéressé à un mutant histidine-, donc là, on n'est plus sur un mutant de consommation, mais sur un mutant de production. Là, je vous rappelle, quand ce sont des sucres, ce sont des mutants de consommation. Quand ce sont des acides aminés, des bases, puriques ou pyrimidiques, là, c'est le contraire, ce sont des mutants de synthèse, de production. Okay. Donc, des mutants qui touchent l'anabolisme. Qu'est-ce qu'on va... Mon mutant histidine-, c'est aussi une perte de fonction phénotypique. À partir du moment où j'ai un moins, c'est une perte de fonction. Okay. À partir du moment où c'est une perte de fonction phénotypique, l'enrichissement est obligatoire. Okay. Alors, vous avez raison, Coraline, si on ne fait pas l'enrichissement, on en aura aussi, mais avec une fréquence très très faible. Donc, considérez que pour faire le protocole, c'est obligatoire. Alors, il n'y a pas de M0 entre parenthèses histidine, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on remplace le je ne sais pas quoi par de l'histidine. Donc là, ce sera M0 plus histidine pour leur permettre la prolifération. Okay. Et elles ne proliféreront pas sur le M0, qui ne contient pas d'acide aminé additionné, enfin pas suffisamment en tout cas. Et donc, le M0IS n'existe pas. Okay, ça n'existe pas parce qu'il faudrait remplacer dans ce cas-là, par exemple, le glucose par de l'histidine. Mais quel est le point, puisque l'histidine, ce n'est pas une source de carbone pour la levure. Est-ce que c'est plus clair? J'ai l'impression que oui. Alors, on va attaquer le cours. Ah, Mélanie me dit non. Alors ça me plaît moins. Alors, Mélanie, prenez la parole. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? En fait, j'ai pas compris comment on sait si c'est un défaut anabolique ou catabolique en fonction du mutant qu'on a. Ok, donc c'est ce que je vous disais là. Quand vous vous intéressez à un sucre, les levures ne sont pas capables de les fabriquer, les sucres. Okay. Donc, il faut leur fournir. Donc, si vous avez un mutant qui est arabinose-, arabinose, c'est forcément un sucre. Okay. C'est un ose. Votre arabinose-, c'est un mutant qui est plus capable de consommer de l'arabinose. Donc, c'est un mutant de consommation. C'est donc un problème de catabolisme, d'utiliser une molécule pour la dégrader et en faire autre chose.
Au contraire, si vous vous intéressez à un acide aminé, à une base purique ou pyrimidique, ce sera un mutant de production, parce que normalement, la levure est capable de les produire. Donc, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas le deviner, ça. OK. C'est bon, Mélanie? D'accord, oui, ok. D'accord, merci. Ok, génial. Bon, très bien. Et c'est effectivement hyper important parce que vous avez vu qu'on n'utilise pas les mêmes milieux. En fait, il faut avoir compris ça pour pouvoir choisir les milieux. Il y avait une autre question? Oui, c'est moi. Oui, je vous écoute, Massina. Est-ce que vous pouvez répéter la différence entre fonction génotypique et fonction phénotypique, s'il vous plaît? Alors, la perte de fonction ou le gain de fonction phénotypique, ça se rapporte au phénotype. Okay, donc, c'est-à-dire, je suis capable de proliférer dans telles conditions, ou j'en suis incapable, voilà. Ou je suis capable de métaboliser telle chose, ou j'en suis incapable. Bon, voilà. La perte ou le gain de fonction génotypique, c'est la fonction du gène qui est importante au niveau moléculaire. Je suis capable de faire un produit, j'en fabrique plus, il est plus efficace, ça c'est un gain de fonction, ou je fabrique moins de produits ou plus du tout, ou il est moins efficace, perte de fonction génotypique. Okay, donc la fonction du gène versus le phénotype. Au début de la génétique, on ne savait même pas ce que c'était qu'un gène, donc on s'intéressait qu'au phénotype. Et donc pour répondre à Kevin, oui, entre les parenthèses, c'est toujours un sucre que vous verrez. C'est bon? D'autres questions? Vous voyez, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis certain que ceux qui ont posé les questions là, il y en a d'autres pour qui ce n'était pas super clair et qui n'osaient pas la poser. Donc, posez vos questions quand vous en avez. Mon but, ce n'est pas de dérouler un programme. Mon but, c'est que vous compreniez et que derrière, vous ayez des compétences, que vous compreniez, que vous ayez un vocabulaire précis, qu'on puisse travailler des notions importantes pour votre vraie vie en dehors du monde de la génétique. Et c'est ça qui va être super important. Et je pense qu'en ayant des bases qui sont solides, on avancera aussi plus vite par la suite. Si on est sur le même vocabulaire et qu'on se comprend, ça se déroulera super bien. Je vous écoute, Laura, vous voulez parler? Non? Non, ok. Donc, Guillaume, vous demandiez la différence entre M0 gal et M0 plus gal. Donc, M0 plus gal, c'est du M0 dans lequel j'ajoute du galactose. M0 gal, j'enlève le glucose et je mets du galactose à la place. Il y a un élève qui lève la main. Ben, je ne le vois pas, moi. C'est Guillaume? Ah, ok, non, ça a l'air d'aller. Ok, alors je partage mon diaporama et c'est parti. Hop. Je vais essayer de... Ah oui, je vais brancher mon deuxième écran, excusez-moi. Si j'y arrive. Hop, comme ça, je pourrais essayer de voir en même temps. Vous entendez, il fait des jolies musiques, c'est beau. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça. Pourquoi il n'est pas allumé, lui? Hop. Ah, génial. C'est que du bonheur. Excusez-moi, monsieur. Ouais, je vous écoute. Ce serait possible de refaire ces sondages en début de cours? Ouais, bah, je vais essayer. Vous aurez les contrôles, mais j'ai essayé de vous faire aussi des petits sondages. D'accord. Ouais, je trouve que oui, c'est pas mal. Hein. Enfin, moi, ça me plaît bien en tout cas. Je trouve que ça permet de revenir sur les notions et de vous faire poser des questions. Et aussi pendant le cours, ouais, en fait, ces sondages-là, je les avais prévus normalement pendant le cours la semaine dernière, mais comme ouais, je sais, je suis très dark comme personne, Charline. C'est pour ça. Non, je pense que c'est ma caméra qui est pourrie en fait. Ouais, comme ça, vous me comprenez mieux, ouais, exactement. Le premier CC, c'est effectivement le 1er mars, tout à fait. Okay. Et ça portera sur les notions qu'on aura vues auparavant et normalement, il n'y aura pas de grosses révolutions. Hein. Encore une fois, mon but n'est pas de vous piéger, mon but, c'est que vous appreniez des choses et que vous débrouilliez bien, quoi. Voilà. Ok, alors, on y va. Donc, nous sommes le 11 février. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on va parler aujourd'hui de la théorie chromosomique
de l'hérédité et de ce qui est appelé du coup la ségrégation 2-2. Il dure combien de temps? Il dure jusqu'à 12h20, hein, comme d'habitude. Donc, si vous vous rappelez, pourquoi on parle de ségrégation 2-2? Déjà, rappelez-vous les petits pois, ou rappelez-vous la levure surtout. Quand je vous ai présenté la méiose, je vous ai dit, ah, regardez, on obtient à la fin 2 spores qui sont de phénotype jaune et 2 spores qui sont de phénotype... non, ce n'était pas jaune et vert, là, c'était pour les petits pois, ça, jaune et vert. Enfin, on obtient 2 spores mat A, 2 spores mat alpha. Donc, lors de la méiose, je vais produire 4 cellules. Et souvent, je vais en avoir 2 d'un phénotype et 2 de l'autre, dans mes exercices. Oui, pour le contrôle, c'est ça. Ah, excusez-moi, je n'avais pas compris ce qui durait combien de temps. Les CC dureront 10 minutes et il y aura 7 questions. C'est bien ça, Fanny. Et c'est bien ça, Lini. Merci. OK, donc on va faire un petit rappel sur la mitose et surtout sur la méiose parce que c'est l'objet qu'on étudie en génétique. C'est le produit de la méiose. Et donc, on va faire l'application sur la génétique de la drosophile. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressemble le plus à un être humain comme modèle génétique simple. On fera aussi l'application chez la levure parce que c'est un autre modèle qui a été énormément utilisé et qui permet d'avoir un accès direct à la méiose, donc qui est plus facile à interpréter. Et puis, on n'aura pas du tout le temps, d'ailleurs, je pense que même la levure, ça va être chaud, mais on verra. On n'aura pas du tout le temps là, de voir aujourd'hui l'analyse de la liaison au sexe, mais on verra ça la fois d'après. Et on aura le plaisir aussi la fois d'après de parler d'applications en génétique humaine. Alors, commençons par resituer les choses dans l'ordre. La ségrégation, mais vous allez voir, ségréger, c'est rester ensemble. Voilà. Vous savez, la ségrégation, vous avez entendu parler de la ségrégation en Amérique, hein, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Voilà, bah, c'est ça, la ségrégation, mais sur la levure, ça me gêne moins. Quand c'est des gènes aussi, ça me gêne moins. Alors, on a dans le cycle cellulaire la phase G1, qui est la plus longue généralement, suivie de la phase S, puis la phase G2 et la mitose. Ça, vous avez appris ça il y a bien longtemps, et puis vous l'avez revu l'année dernière et au premier semestre. G1, S, G2. Okay. Que se passe-t-il au cours de ce cycle? Donc en G1, la cellule elle va augmenter de taille. Elle va vérifier qu'il n'y a pas de problème à faire la réplication de l'ADN. Il va y avoir ensuite la phase S où on va répliquer l'ADN, c'est-à-dire on va multiplier par 2 la quantité d'ADN. Est-ce qu'on augmente la quantité de chromosomes? Non, il y a le même nombre de chromosomes. Hein. Ma cellule en G1, si c'est une cellule humaine, elle a 46 chromosomes. Et en phase S, elle a également 46 chromosomes. Donc, ça ne change rien. Juste, ces chromosomes, ils contiennent 2 fois plus d'ADN. Donc, du coup, on fait cette représentation graphique que vous voyez ici, même si, en fait, les chromosomes ne sont pas du tout, comme ils sont représentés sur ce schéma, condensés. Hein, c'est juste une simplification conceptuelle. Après cette phase S, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de réplication, etc. Les systèmes de réparation vont intervenir si c'est nécessaire. Et ensuite, on va pouvoir déclencher la mitose. Évidemment, il faut des signaux qui contrôlent ce cycle cellulaire, des signaux de prolifération. Et on va avoir cette mitose qui va aboutir à quoi? À avoir 2 cellules qui sont identiques à la cellule de départ. Okay, une qui sort ici et puis l'autre qui peut recommencer. Enfin, et les 2 peuvent recommencer un cycle. OK. Donc G1, S, G2, je vous rappelle, ça s'appelle l'interphase. OK. Donc normalement, ça vous maîtrisez parfaitement, vous êtes trop fort. Juste, ce que j'aimerais bien, c'est que vous vous souveniez de cette histoire de la réplication et que quand vous nous dessinez une mitose ou une méiose, vous dessiniez les chromosomes correctement. Okay. Donc, pour revenir à ce que je viens de vous dire, le chromosome en phase G1, il contient une chromatide. G0 aussi, c'est comme du G1. G0, c'est la phase de sénescence, c'est quand la cellule sort du cycle et qu'elle ne prolifère plus. En sénescence, il n'y a plus du tout de prolifération. Ah non, G1, S et G2, c'est la méiose. Pas du tout, c'est l'interphase G1, S, G2. OK ? Donc, c'est dans le cycle normal.
d'un cycle mitotique. On a donc un chromosome qui est constitué d'une chromatide, qui est une double lisse d'ADN. Donc, il y a 2 molécules d'ADN enroulées l'une autour de l'autre, plus des protéines, les histones notamment. Laissez l'apoptose où elle est. L'apoptose, c'est une forme de mort cellulaire. Ça n'a rien à voir avec le cycle, même s'il y a des régulateurs communs. C'est naissance, c'est ça que vous me demandez, Audrey? C'est écrit comme ça. Le chromosome en phase G2, donc à l'issue de la phase S, il contient 2 chromatides, qu'on appelle des chromatides sœurs, puisqu'il y en a une qui a été fabriquée à partir de l'autre. Elles sont attachées par leur centromère. Et là aussi, on a toujours des protéines, on a toujours ces histones, et puis d'autres protéines aussi qui se fixent sur l'ADN et sur les histones. Donc, vos chromosomes, la grande différence entre le G1 et le G2, c'est le nombre de chromatides qui sont présentes. Et on dit une chromatide, hein, je vous l'ai mis ici, chromatide non féminin. Donc, on passe d'une cellule qui est diploïde pour une cellule humaine, qui a 46 chromosomes d'une chromatide, à une cellule qui est toujours diploïde, qui a des chromosomes faits de 2 chromatides. Donc, il y a le même nombre de chromosomes, mais il y a 2 fois plus d'ADN. Okay, donc, si vous faites de la cytométrie en flux, vous verrez l'augmentation. Oui, c'est ça, Charline, grosso modo, hein, avec les 2 chromatides qui sont attachées l'une à l'autre par le centromère. OK. Donc, attention, rien à voir avec le fait d'être haploïde ou diploïde. Haploïde, ça veut dire que je contiens une copie du génome, et diploïde, je contiens 2 copies du génome. Donc, si N, c'est le nombre de chromosomes, on a N chromosomes ou 2N chromosomes. Vous, toutes vos cellules sont diploïdes, mis à part vos gamètes, qui contiennent N chromosomes. Toutes les autres, elles contiennent 2 fois N chromosomes. Donc, toutes vos cellules contiennent 46 chromosomes, sauf vos gamètes qui en contiennent 23. OK? Exact. Alors, diploïde, c'est tout le temps, et à l'issue de la méiose, vous allez avoir des cellules qui seront haploïdes. C'est le contraire, Maëlle. OK? Donc, revoici le petit schéma. Vos chromosomes, réplication de l'ADN, séparation des chromosomes, enfin non, je vous dis une bêtise, séparation des chromatides sœurs au moment de la mitose, ce qui fait que les 2 cellules diploïdes, elles ont toujours la même quantité d'ADN que la cellule mère. Okay, les 2 cellules filles ici, elles sont diploïdes comme la cellule mère. Toutes les cellules ici sont diploïdes. Ça ne change pas. La ploïdie ne change pas. Ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a un chromosome qu'on a symbolisé ici qui vient des parents et l'autre de l'autre parent. Donc on va dire le rouge, ça vient de la mère, et le bleu ciel, ça vient du père. Vous voyez qu'il y a un chromosome, on s'intéresse ici juste à une paire de chromosomes. Donc, par exemple, on va s'intéresser au chromosome 2 ou chromosome 1. Donc, je m'intéresse au chromosome 1. J'ai un chromosome 1 du père, de la mère, pardon, un chromosome 1 du père dans la cellule mère et la même chose dans la cellule fille. Ces 2 chromosomes, on les appelle les chromosomes homologues. J'ai 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère. Donc, j'ai 23 paires de chromosomes homologues. Okay. Donc, ça, c'est pour le vocabulaire. Et puis, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a la cellule interphasique qui n'est pas représentée ici, avec son noyau, avec l'ADN qui n'est pas condensé. Puis, l'ADN est condensé sous forme de chromosomes qui deviennent visibles, c'est la prophase, qui vont aller s'aligner sur un plan qu'on appelle la plaque métaphasique. Et au cours de la métaphase, on va séparer, et surtout de l'anaphase, on va séparer au cours de l'anaphase les chromatides sœurs, okay, qui vont être attirées vers les centres organisateurs des microtubules. Okay.
Donc, ils sont accrochés par leur centromère et ils sont attirés vers les centrosomes. Voilà. Et quand on a séparé ces lots d'ADN avec 46 chromosomes ici, 46 chromosomes là, qui contiennent chacun une chromatide, alors que à l'issue de l'interphase, donc pendant la prophase et jusqu'à la métaphase, on avait 46 chromosomes qui contenaient deux chromatides. Voilà. Donc on a toujours 46 chromosomes à tous les stades de la cellule. Et ici, on va séparer les deux contenus en fabriquant une membrane qui va séparer cette cellule en deux cellules. Alors effectivement, Noé, vous avez bien vu qu'en fait, ce n'est pas une cellule humaine du tout. On a une paroi, donc c'est bien une cellule végétale qui est représentée ici. C'est plus facile à voir. Et puis, vous avez fait un TP là-dessus, vous avez fait un TP là-dessus, je pense, sur la mitose avec des cellules d'oignon. Donc voilà un petit schéma avec plusieurs paires de chromosomes, en l'occurrence 2 paires de chromosomes. L'interphase, où on vous a représenté les chromosomes comme s'ils étaient condensés, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, c'est une soupe en fait, mais c'est difficile à dessiner. La prophase, où les chromosomes se condensent. La métaphase avec les chromosomes alignés sur la plaque métaphasique. Okay. Et puis la séparation des chromatides sœurs au moment de l'anaphase. Et on observe à la fin de la télophase 2 cellules filles qui ressemblent à la cellule mère. Oui, c'est... En fait, là, à ce stade-là, regarde, ici, à l'interphase, j'ai combien de chromosomes? J'en ai 46. À la prophase, j'en ai toujours 46. Lors de la métaphase, j'en ai toujours 46. Et là, eh bien, j'ai 46 qui migrent vers un pôle et 46 vers l'autre. Mais au lieu qu'ils soient faits de 2 chromatides, comme au stade précédent depuis la phase S, eh bien, ils sont constitués d'une seule chromatide. Donc là, effectivement, à ce stade-là, anaphase, télophase, j'ai 2 fois plus de chromosomes. On est d'accord. Mais j'ai la même quantité que depuis la phase S. Chromatide, ouais, avec un D. Merci Maëlle de corriger Stélie, je n'avais pas vu. Stéliane. La chromatine avec un N, c'est l'ADN plus des protéines. Et la chromatide, c'est une double hélice d'ADN. Okay. Je vois que ça n'est pas inutile. Maintenant, la méiose. Alors, la méiose, oui, je peux même vous l'écrire. Chromatine, c'est ADN plus protéines qui sont fixées. Monsieur? Ouais. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à la phase G0 et vous l'aviez écrite, mais du coup, on n'a pas vu comment vous l'avez écrite. C'est naissance, vous ne l'avez pas vu? Je vais vous le remettre. Okay. Merci. Je vous en prie. Hop, et c'est naissance. OK. Donc, le rôle de la méiose, c'est de faire une réduction chromatique, de diminuer le nombre de chromosomes. Okay. Ça vient de là, cette notion de réduction chromatique, réduire le nombre de chromosomes. Puisqu'à partir d'une cellule diploïde, je vais faire 4 cellules haploïdes. Une cellule diploïde, 4 cellules haploïdes. OK. Donc, si on regarde bien, alors si vous ne voyez pas, ah, j'ai fait une réponse privée, c'est ça? Vous ne voyez pas? Excusez-moi parce que je n'ai pas fait gaffe à ça. Envoyer la conversation à tout le monde. Et comme moi je vois tout, je vais vous le recopier. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention que j'étais en privé. Chromatine, Je vous le remets. Je vous mets tout d'un coup. Hop. Et voilà, normalement, vous voyez tous. Excusez-moi, je n'avais pas fait gaffe au coup du message privé. Donc, la méiose, vous voyez que là, la différence est importante. Alors, pas au début. Hein. Au début, c'est exactement la même chose. Là, cette fois-ci, on vous présente 3 paires de chromosomes. Donc, vous voyez que les chromosomes différents, mais ils n'ont pas forcément les mêmes tailles. Hein. Les verts sont plus petits que les bleus, qui sont plus petits que
rouge et jaune. Je vais mettre mes lunettes, moi je verrai mieux. Hop. Vous avez ici la quantité d'ADN qui est représentée comme on la voit en cytométrie en flux. Donc, vous avez la quantité de ce qu'on a dans une cellule qui est diploïde, donc 2N, diploïde en phase G1. On a la duplication au cours de la phase S qui fait augmenter la quantité d'ADN dans la cellule. Et au cours de la phase G2 et du début de la méiose, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des cellules qui ont 2N chromosomes à 2 chromatides. On va avoir ensuite la méiose, première division de méiose, deuxième division de méiose, et à la fin de cette deuxième division de méiose, je vais avoir des cellules qui ont N chromosomes, donc 2 fois moins de chromosomes, à une chromatide, donc on aura 2 fois moins d'ADN que ce que les cellules avaient au début de la méiose. Okay, donc on a duplication, puis 2 divisions. La première, elle aboutit à une diminution du nombre de chromosomes. Donc la première division, elle est dite réductionnelle. Okay. Donc on le voit ici, on a au cours de la on a toujours un alignement des chromosomes au niveau de la plaque métaphasique, mais cette fois-ci, ce sont les chromosomes homologues qui se mettent face à face, qui sont appariés. Et du coup, les microtubules kinétochoriens vont séparer ces chromosomes de manière à réduire le nombre de chromosomes dans les cellules filles. Okay, donc là, on va obtenir des cellules filles qui ont 2 fois moins de chromosomes, mais des chromosomes à 2 chromatides. Et la deuxième division va aboutir, va ressembler en fait à une mitose, dans le sens où elle va séparer les chromatides sœurs. Okay, et donc, on aura à la fin notre 4 cellules avec N chromosomes. Okay, donc, la première division, elle est réductionnelle. Et la deuxième, on dit qu'elle est équationnelle parce qu'on a la même chose, c'est égal. Okay, de chaque côté d'une équation, on a la même chose normalement. Hein. A plus B égale X, par exemple. D'un côté, on a A plus B, de l'autre côté, on a X. Donc, c'est la même chose. C'est la même quantité de matériel qui est de chaque côté. Même nombre de chromosomes. Donc, la seconde division de la méiose, c'est comme 2 mitoses simultanées. Oui, si vous voulez, oui. Oui. On peut l'interpréter comme ça. Après, ce n'est pas vraiment une mitose non plus. Ça revient à une mitose parce qu'on a le même effet, c'est-à-dire que à l'issue, on n'a pas diminué le nombre de chromosomes. Dans ce sens-là, c'est une mitose. Sinon, ce n'est pas une mitose parce que vous avez bien vu auparavant que lors d'une mitose, les cellules filles ressemblent à la cellule mère. Or là, la cellule mère, elle ressemblait à ça. Ou on peut dire qu'elle ressemblait ouais, elle ressemblait à ça. Donc, en fait, ce n'est pas une mitose. OK. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le début de la prophase, où on a le début de la condensation de l'ADN, la fin de la prophase, l'alignement le long de la plaque métaphasique et le début de l'anaphase où on commence à séparer les chromosomes homologues. Anaphase 1, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1. Et à la fin, à la télophase 1, j'ai donc 2 cellules qui ont 2 fois moins de matériel génétique, 2 fois moins de chromosomes. Et on fait la prophase 2, on recondense l'ADN, on l'aligne sur les plaques métaphasiques. Vous voyez au passage qu'on a un changement d'orientation là du fuseau mitotique. On fait une anaphase, et là, cette fois-ci, les chromosomes, ils n'ont bien qu'une chromatide, contrairement à ce qu'il y avait au cours de la première division. Donc, ayez bien en tête ces 2 étapes, et rappelez-vous bien, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que la première division est réductionnelle, et la deuxième division est équationnelle. Si vous avez compris le sens de ces termes, vous avez juste ça à apprendre et normalement, vous savez vous débrouiller tout seul avec une méiose. Qu'est-ce qui explique les résultats qu'avait observé notre ami Mendel? C'est le fait qu'on ait 2 chromosomes homologues.
Okay, chacun porteur d'un allèle différent, normalement, à peu près, de chaque gène, okay, avec toute la diversité biologique qui existe. Si maintenant on s'intéresse à la drosophile, alors avec la drosophile, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chromosomes. Vous voyez ici, vous avez les chromosomes de la drosophile. Le chromosome X, qu'on appelle aussi le chromosome 1, le chromosome Y, qui est principalement condensé. Il y a très peu de gènes sur le chromosome Y, donc on ne vous embêtera pas trop avec. C'est comme chez l'homme, hein. Chez l'homme, il n'y a pas grand-chose sur le chromosome Y. Donc, on peut se dire, ben voilà, les hommes qui pensent avoir une chose en plus, en fait, ils ont moins de matériel génétique codant. D'un autre côté, les femmes, elles ont 2 chromosomes X, mais il y en a un qui est inactivé dans les cellules, qu'on appelle le corpuscule de Barr. OK, donc, bon, allez, un partout, la balle au centre. C'est ni mieux ni moins bien d'être l'un ou l'autre, c'est juste différent. Ça aussi, c'est une notion importante dans la vie. La différence, c'est une richesse. Et être différent, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il y a des gens, ils sont aveugles, oui, mais ils entendent vachement mieux, ils sont mieux capables d'analyser les sons. Ils sont capables de faire des massages mieux que la plupart des autres. Enfin, voilà. Donc, différent, c'est bien. Après, il faut profiter des points forts des uns et des autres et s'entraider. Encore une fois, je reviens à la fraternité. Moi, j'aime bien ce terme. Voilà. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a séparé le chromosome 1 en différentes sections qui vont de 1 à 20. Et quand on va parler de la localisation, arrêtez, je vais pleurer, Lucas. Quand on va quand on va chercher à dire qu'un gène se trouve quelque part sur un chromosome, on va dire il se retrouve, il est en 10, par exemple. Okay, ou on va parler aussi des bras, le bras P, le bras Q, éventuellement. On va dire il est en P10.2A2. Voilà, on va faire des sous-séparations. Et donc ça, c'est en fonction de la quantité de gènes un peu qu'on retrouve sur les chromosomes. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie quand même des gènes qui sont sur le chromosome 1, à peu près 20% des gènes, à peu près un gène sur 5. On a à peu près 2 gènes sur 5 qui sont sur le chromosome 2, 2 gènes sur 5 qui sont sur le chromosome 3, et puis il y en a quelques-uns qui se baladent sur le chromosome 4 et quelques-uns sur le chromosome Y. Et puis je vous ai mis quand même des petites photos de drosophiles. Vous pouvez retrouver plus d'informations si ça vous amuse, la drosophile, sur ce document-là, Drosophila Workers Unite, de Mark Stein. C'est une femme qui a fait un petit truc pour expliquer comment on utilise président. Pourquoi président? Président, il faut se réélire et tout ça. Non, dictateur, c'est mieux. Monsieur, donc, je vais juste répéter, vous avez dit c'est 2 sur 5 gènes. J'ai juste entendu. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 2 gènes sur 5 qui sont sur le chromosome 2, 2 gènes sur 5 qui sont sur le chromosome 3 et un gène sur 5 qui est sur le chromosome X. Et bon, vous aurez bien compris, ça fait 5 gènes sur 5, mais bon, il en reste quelques-uns quand même qui se baladent sur le chromosome 4 ou sur le chromosome Y. Et comment je distingue les femelles, la partie rouge après le gros point? Ah ben c'est la même chose. C'est à l'autre bras. En fait, le chromosome X, le centromère, il est à l'extrémité du chromosome, et les chromosomes 2 et 3, le centromère est au milieu du chromosome. Okay. Chromosome 4, il est comme le 1 et le Y aussi. Le centromère, ouais. Donc, vous voyez que le chromosome 1 il est en section de 1 à 20. Le chromosome 2, c'est les gènes qui sont de 21 à 60. De 61 à 100, c'est les gènes du chromosome 3. Et pour le chromosome 4, il n'y a que 101, 102. Donc, on a divisé tout le génome de la drosophile en 102 sections qui contiennent à peu près le même nombre de gènes, on va dire. Voilà. Donc, à quoi ressemble une femelle ou un mâle? Vous voyez ici, la femelle, elle n'a pas d'appareil génital très visible, alors que le mâle, on arrive bien à le distinguer. Et on retrouve aussi sur la première paire de pattes du mâle des petites soies ici, donc des poils innervés, qui sont regroupés et qu'on appelle le peigne sexuel. On ne retrouve que chez le mâle. Okay. Donc ça, c'est pour distinguer mâle et femelle, mais vous aurez l'occasion de faire ça en TP l'année prochaine avec un peu de chance. X et Y sont reliés? Non, pourquoi ils seraient reliés, Charline?
C'est comme chez nous, ils ne sont pas reliés. Non, non. Après, les mâles, ils sont XY et les femelles, elles sont XX. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Monsieur, Oui, je vous écoute. du coup, là, ce qu'on a sur le schéma, c'est conforme à la réalité ou c'est juste une façon de le voir pour que ce soit plus simple? Je sais pas comment Dans poser la quel question. sens? Dans Bah, quel parce sens? que vous avez dit que du coup, on a divisé tout le génome en 4 chromosomes, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est la vérité, ça. Ça, il y a D'accord. 4 chromosomes chez la Ok, drosophile. Ouais. d'accord. Ok, Ouais, super, ouais, ouais. merci. Je vous en prie. Ok, donc il y a effectivement 4 chromosomes chez la drosophile seulement. Enfin, 4 paires. Enfin, 3 paires plus exactement. Hein, la paire de chromosomes sexuels, X et Y, et ou Y. La paire de chromosomes 2, la paire de chromosomes 3, 4, non, c'est 4, je ne sais pas pourquoi je vous dis, je reviens sur mon truc, et le chromosome 4. Donc, XY, 2, 3, 4, ce sont les 4 paires de chromosomes. Donc, c'est assez simple. Et puis, comme la plupart des chromosomes ils sont sur l'X, le 2 et le 3, quand on fait de la génétique, c'est assez simple aussi. Donc, c'est un super modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une descendance importante. Donc, pour faire de la génétique, c'est pratique parce que c'est utilisé depuis un peu avant 1900. Donc, on a un peu plus d'un siècle, on a 120 ans d'accumulation de mutants, d'outils génétiques, etc. Et puis, il y a plein de gènes, de facteurs, de voies de signalisation, avec un Z, excusez-moi, ça vient de l'anglais, j'ai oublié de traduire le Z, qui sont trouvés chez les mammifères, pour lesquels on retrouve des orthologues chez la drosophile. Et par exemple, ici, donc, je vous ai mis un chiffre qui est, je ne sais pas trop d'où il sort, enfin, il sort d'un article, mais bon, je ne sais pas trop comment ils ont été chercher cette info-là, où ils disent que 177 des 289 gènes qui sont impliqués dans des pathologies humaines ont un orthologue chez la drosophile. Donc un orthologue, c'est un gène homologue, c'est-à-dire qui a la même fonction et qui a une origine identique. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Et des études qui ont été faites chez la drosophile, ça a donné pas mal de prix Nobel. Tous les gens qui sont là ont eu un prix Nobel pour des études qui ont été faites chez la drosophile. Voilà, à l'occasion de 6 prix Nobel différents. Et donc le premier, c'est Thomas Hunt Morgan, qui est le premier qui a travaillé sur la drosophile. Alors, vous pouvez expliquer ce qui se passe avec les 2 chromosomes X. Alors, chez la femme, les femmes ont 2 chromosomes X. Je crois que vous êtes au courant de ça, a priori. Il y en a un qui est compacté, qui est condensé, et donc dont les gènes ne sont pas exprimés pour la plupart. Ça s'appelle le corpuscule de Barr, BA2R. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je ne mettrai pas ma main coupée, mais il me semble que c'est ça. Donc, ça veut dire que sur les 2 chromosomes X que vous avez, mesdames, il y en a un qui s'exprime et l'autre qui ne s'exprime pas. Alors, dans toutes vos cellules, ce n'est pas toujours le même. Un coup, c'est celui d'origine paternelle, un coup, c'est celui d'origine maternelle. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour votre culture générale. Et donc, Massina, oui, mon but, c'est de vous inciter à travailler sur la drosophile parce que c'est génial. Après, bon, tout le monde n'a pas un prix Nobel, mais vous savez, quand on est scientifique, on a plus de chances d'avoir un prix Nobel que de gagner le gros lot au loto quand on y joue. Enfin bon, si c'était aléatoire. Bon, malheureusement, ce n'est pas complètement aléatoire, malheureusement pour moi, parce que j'aurais bien gagné un prix Nobel, mais bon, je crois que je suis mal barré. Toujours est-il. Le cycle de vie de cette mouche, le voici. Donc ici, vous avez le mâle, on reconnaît, parce que l'extrémité est aussi un peu plus noire que chez la femelle, puis il est un tout petit peu plus petit. Alors là, c'est représenté beaucoup plus petit, mais il est juste un tout petit peu plus petit. Il a surtout l'abdomen plus petit parce que la femelle, elle contient plus de 200 œufs, enfin, de quoi faire plus de 200 œufs dans son abdomen, donc c'est assez imposant. Donc, le mâle va faire une petite danse en 8 pour séduire la femelle. La femelle qui est séduite se laisse monter par le mâle qui la fertilise. En fait, la femelle, elle va avoir une spermathèque, qui est une poche qui peut contenir les spermatozoïdes, ce qui va lui permettre de féconder les œufs au moment où elle les pond. Donc, du coup, quand on est drosophiliste, on a un point commun avec les djihadistes. C'est ma blague préférée, hein. C'est ma blague bête. Notre point commun avec les djihadistes, c'est que nous aussi, on cherche des vierges. Vous savez, les djihadistes, ils se font trucider en disant qu'ils vont arriver au paradis et récupérer tout un tas de vierges. Nous, on les récupère au labo, les vierges. On les récupère des vierges parce que quand on va les croiser par des mâles,
si ce n'était pas des vierges, elles pourraient avoir dans leur spermatèque des spermatozoïdes de mâles qu'on n'a pas identifiés. Donc, on prend toujours des femelles vierges qu'on croise par des mâles qui ne sont pas forcément vierges. Là, on s'en moque pour les mâles. Et quand on les croise ensemble, on sait que la femelle, elle n'aura que des spermatozoïdes des mâles qui nous intéressent. Tout en finesse, Baptiste, quoi. Si on ne peut plus faire des blagues sur les djihadistes, on ne peut plus rigoler. Attendez, j'ai raté vos trucs. Voilà. Dites-vous bien que ça se trouve, les djihadistes, quand ils arrivent au paradis, c'est peut-être des drosophiles vierges qui récupèrent. Et alors là, Dieu, il se fout bien de leur gueule. Voilà. Subtil et doux, oui, toujours. Alors, comment on sait que ce sont des vierges? Alors, il y a une technique qui est très, très simple. On les prend suffisamment jeunes pour pas qu'elles aient copulé. Voilà. Donc, ça, c'est une technique qui marche bien. En fait, elles refusent de copuler à 18 degrés pendant 24 heures et à 25 degrés pendant 12 heures. Okay. Oui, alors pour les récupérer, on les récupère au pinceau ou alors avec des pinces type pince à épiler. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la drosophile. Vous voyez que le cycle il dure une dizaine de jours à 25 degrés. Donc l'œuf est pondu. Au bout de 24 heures, il éclot et donne une larve qui va se déplacer, aller se nourrir, qui au bout de 24 heures va muer, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser de son exosquelette et elle aura fabriqué un autre exosquelette en interne avant. Elle mue encore une deuxième fois. Donc, on obtient une larve de troisième stade qui, au bout d'environ 2 jours, va créer une sorte de cocon qu'on appelle la pupe. Et dans cette pupe, il va y avoir destruction des tissus de la larve et fabrication des tissus de l'adulte à partir d'îlots de cellules qu'on appelle les disques imaginaux, parce que cette structure s'appelle aussi l'imago. Et au bout d'environ 5 jours, ici, cette partie-là va s'ouvrir. Enfin, la mouche va l'ouvrir en gonflant sa tête avec de la lymphe. Elle a un exosquelette qui est encore un petit peu souple et elle va sortir. Donc, on va avoir un cycle qui dure 10 jours à 25 degrés et puis on peut moduler la vitesse de développement en fonction de la température. À 18 degrés, par exemple, il faut 2 fois plus de temps pour toutes ces étapes. Si vous avez raison, excusez-moi, Audrey. Alors, monsieur, pour les pathologies humaines, on parle de certaines maladies. Une pathologie, c'est une maladie. Alors, pathologie, ça prend un H. Je vais vous l'écrire, pathologie. Hop, hop. Là, j'ai écrit comme vous. Voilà, pathologie, pardon, avec un H. OK. Donc, attaquons la drosophile pour les 10 minutes qui nous restent. On va croiser une drosophile sauvage. Donc, ça, c'est une sauvage, c'est un mâle en l'occurrence, vous voyez. On reconnaît ici les génitalia, on devine les peines sexuelles, la photo n'est pas de super qualité. On va parler de souche sauvage de référence. Donc, je vous l'écris, souche, oh là là, mais je ne sais pas taper aujourd'hui, de référence. Monsieur? Donc, SSR, oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter ce que la drosophile forme lorsqu'elle est sous forme de pupa, s'il vous plaît? C'est la pupe. Les tissus de la larve vont être détruits et à partir d'îlots de cellules qu'on appelle les disques imaginaux. Les disques imaginaux? Ouais, c'est comme ça. Il va y avoir fabrication des organes externes, les pattes, les ailes, les balanciers qu'on devine ici qui permettent d'équilibrer le vol de la mouche, les yeux, les antennes, le proboscis, les génitalia, voilà. Donc on a une série de tissus comme ça qui vont permettre de fabriquer ces structures externes. Donc on croise cette souche sauvage par une souche mutante. Non, c'est pas la peine de l'apprendre, Coraline, mais vous le reverrez au cours de votre cursus. Vous allez en entendre parler plein de fois. On la croise par la souche black. Okay. Cette souche black, vous voyez une photo ici, vous voyez qu'elle apparaît, elle semble beaucoup plus noire, d'où son nom. Donc c'est un mutant homozygote qui est comme ça. On croise la souche sauvage par la souche black et j'obtiens une
première génération, donc la F1, qui est de phénotype sauvage. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça m'apprend, cette première donnée? Je vous laisse mettre un petit mot dans le chat. Oui, tout à fait. C'est la notion de dominance-récessivité. C'est exactement ça. Je fais un test de dominance-récessivité. C'est-à-dire, je regarde quel est le phénotype qui est dominant par rapport à l'autre. Donc là, le phénotype black est récessif par rapport au phénotype sauvage, ou inversement, le phénotype sauvage est dominant par rapport au phénotype black. Ok? On dit toujours que c'est le phénotype qui est récessif. On ne parle pas de la mutation qui est récessive ou dominante. Là encore, pour des raisons qui échappent à la plupart des gens qui parlent de dominance-récessivité, et que je peux illustrer facilement avec mon exemple de ces gens qui sont roux. Le phénotype de couleur de cheveux pour les gens qui portent une mutation du gène MC1R, ce phénotype, il est récessif. Autrement dit, moi, mes enfants sont roux, ça veut dire que je suis porteur d'une mutation de MC1R. J'ai un allèle muté et l'autre allèle qui n'est pas muté. Okay. Donc, le phénotype roux, il est récessif par rapport au phénotype brun. Parce qu'à l'origine, j'étais plutôt brun. Ok, on va faire des échiquiers, c'est ça. Ok. Par contre, si on s'intéresse à la sensibilité ou l'insensibilité plus exactement aux antalgiques qui sont utilisés par les dentistes, par exemple, eh bien, moi, j'ai beau être hétérozygote pour la mutation, je suis moins sensible à ces antalgiques que quelqu'un qui ne serait pas porteur de la mutation. Donc, mes enfants et moi, on est relativement résistants à ces antalgiques. Ça veut dire que cette résistance aux antalgiques, c'est un phénotype qui est dominant par rapport au phénotype sauvage. Okay. Donc, la même mutation qui a un effet pléiotrope, elle donne un phénotype qui est dominant par rapport au phénotype sauvage pour ce qui est des antalgiques et récessif par rapport au phénotype sauvage pour ce qui est du caractère couleur des cheveux. Okay. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas parler de mutation dominante ou de mutation récessive. Si vous mettez ça dans vos copies, vous vous ferez assassiner par votre correcteur. Quand je dis assassiner, ce n'est pas en vrai. Nous, on ne tue pas en vrai, en fait. Monsieur? Oui, je vous écoute. Vous pouvez répéter du coup ce qu'il faut dire, vu qu'il ne faut pas dire que c'est. Il faut dire le phénotype X est dominant par rapport au phénotype Y, ou inversement, le phénotype X est récessif par rapport au phénotype Y. Mais il ne faut surtout pas parler de mutation dominante ou mutation récessive. Okay. Ce sont les phénotypes qui sont récessifs les uns par rapport aux autres, ou dominants les uns par rapport aux autres. Voilà. Quand je croise ma première génération F1 par une autre F1, donc je croise les frères-sœurs du croisement. Okay. Je croise un frère par sa sœur, j'obtiens une deuxième génération, et là j'obtiens 3/4 de sauvage et 1/4 de phénotype black. Voilà, je vois Charline qui met 3/4, 1/4. On est d'accord? Pourquoi? Voilà. L'hypothèse qu'on fait, que vous avez fait spontanément pour ceux qui se sont posé la question, c'est les deux souches ne diffèrent que pour un seul gène concernant la couleur du corps. Je vous ai dit qu'on parlait de souches pures ici, donc ça veut dire que si j'ai qu'un seul gène, je vais dire que l'allèle grand A, c'est l'allèle sauvage, et l'allèle petit a, l'allèle muté du gène qui diffère entre ces deux souches pour ce caractère. Vous verrez que la formulation que j'utilise là, on l'utilisera régulièrement, je la préciserai plus tard, je vous l'écrirai même. Donc, la F1, elle est quoi? Elle a récupéré un allèle du père, un allèle de la mère, donc il est hétérozygote, grand A sur petit a. Et donc, quand je croise des F1 par F1, voilà ce que je peux observer. Les gamètes femelles vont être soit porteurs de l'allèle grand A, soit de l'allèle petit a. Pareil pour les gamètes mâles, et avec la même fréquence. Donc, je vais avoir un tableau à 4 cases pour les descendants possibles. Soit les descendants, ils ont récupéré grand A du père et de la mère, auquel cas ils sont sauvages. Ils ont exactement le même génotype que la souche sauvage, donc ils ont le phénotype de la souche sauvage.
soit ils ont récupéré petit a du père, petit a de la mère, auquel cas ils ont le phénotype de la souche black parce qu'ils ont le même génotype, soit ils sont comme la F1, grand A sur petit a, alors soit grand A qui vient de la mère, soit grand A qui vient du père, peu importe, mais ils sont grand A sur petit a, et auquel cas ils ont le phénotype de la F1, qui était, ici je vous rappelle, sauvage. Donc ça nous fait bien 3/4 de sauvage, ces trois-là, et 1/4 de mutant. Okay, en gros, le phénotype qui est récessif par rapport à l'autre, il représente 1/4 des descendants, et le phénotype qui est dominant par rapport à l'autre, il récupère 3/4 des individus. OK? Alors là, il ne peut pas y avoir de crossing over pour l'instant parce que les crossing over, c'est entre deux gènes. OK? Ou au sein d'un gène pour deux mutations différentes, mais on ne va pas rentrer là-dedans encore. OK? Donc là, tout ce qu'on voit, c'est effectivement du brassage entre chromosomes. C'est-à-dire qu'on répartit les chromosomes de manière aléatoire. Soit c'est grand A, soit c'est celui qui porte la mutation petit a, soit c'est celui qui porte l'allèle grand A qui est transmis par la F1, que ce soit le père ou la mère. Okay. Donc c'est du brassage de chromosomes, effectivement. Okay. Ça, si vous avez compris ça, bah vous avez fait le plus gros de la génétique. Le reste n'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Donc ici, on a 3/4, 1/4, donc on va conserver cette hypothèse. Ça ressemble, on n'a pas 750 et 250, mais on en est proche, donc on va conserver cette hypothèse et on va conclure que les deux souches ne diffèrent que pour un seul gène gouvernant ce caractère. Okay. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul gène qui gouverne ce caractère, je dis que la différence entre ces deux souches, c'est un seul gène pour ce qui concerne ce caractère. Il y a sûrement d'autres modifications pour d'autres caractères, mais moi, je m'intéresse qu'à celui-là. Alors, est-ce que vous devez mettre toujours le gamète mâle en 1, tout ça? Non, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Nous, au labo, souvent, on essaye de faire toujours de la même manière pour éviter de se tromper, mais vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de... Voilà, encore une fois, il n'y a pas de règle. Pareil, vous pouvez mettre grand A avant petit a ou petit a avant grand A. Vous faites comme vous voulez, peu importe. Ça, c'est un des croisements qu'on peut faire, F1 par F1. Alors, on prend toujours l'hypothèse la plus simple. Je vous ferai... Est-ce que je le fais quand? Je le ferai jeudi prochain, je pense. J'essaierai de vous faire jeudi un cours de stats. OK, pour le test qu'on va utiliser en génétique, qui est le test de Ki2, qui n'est pas très compliqué. Et je vous ferai, donc, je vous expliquerai les hypothèses qu'on prend, etc. On prend toujours l'hypothèse la plus simple. L'hypothèse la plus simple, c'est qu'elle diffère que pour un gène. Si ce n'est pas vrai, on rejette cette hypothèse, on prendra l'hypothèse qui diffère pour deux gènes concernant le caractère. Et cette année, on n'ira pas plus loin, beaucoup plus loin que deux gènes. On fera deux gènes qui sont liés, qui sont sur le même chromosome ou pas, qui sont proches ou pas. Et on s'arrêtera là. C'est le programme qu'on fait cette année. J'espère que c'est clair pour vous, Zoé. OK. Deuxième croisement, et je finirai sur ce croisement-là. On peut faire ce qu'on appelle le test cross. C'est-à-dire, au lieu de croiser la F1 par la F1, je vais croiser la F1 par la souche qui est porteuse de la mutation ayant un effet récessif. Là, on peut tolérer cette formulation, mutation ayant un effet récessif, sachant qu'avant, on aura défini clairement le phénotype machin est dominant par rapport au phénotype bidule. Okay. Là, c'est sous-entendu, on l'accepte avec cette formulation-là, mais bon, souvent, je mets entre guillemets. Mais je ne dis pas la mutation récessive, c'est son effet qui est récessif, c'est le phénotype, quoi. OK, dans ce cas-là, j'attends plus 3/4, 1/4, mais je vais attendre 2/2. Je vais avoir ma ségrégation 2/2. Je vais avoir 50%, 50%. C'est-à-dire, pour une méiose, je vais avoir deux cellules porteuses de petit a, et deux cellules grand A sur petit a. Je vous mets le tableau. OK. Donc là, le gamète mâle, qui est une F1, je me suis trompé. Oh là là, la honte, je me suis planté. Entre mâle et femelle. J'ai inversé. Je vous modifierai ça aussi. Vous voyez que là, le F1, il est de ce phénotype sauvage, mais il est grand A sur petit a. Alors là, je vous ai mis petit a, petit a. Donc, j'ai inversé mâle-femelle, excusez-moi. Donc, je vous modifierai le diaporama d'ici à la semaine prochaine.
Et la souche black, elle donne petit a, petit a. Donc la souche black, la femelle, elle donne petit a, petit a. Et le mâle, il donne. Et en fait, j'ai qu'à changer de croisement. Vous me direz, là, je mets une femelle et là, je mets un mâle et c'est bon. Allez. Excusez-moi, je m'embrouille tout seul dans mon cerveau. Toujours est-il, voilà. Il y a un des parents qui donne grand A ou petit a, c'est la F1, et l'autre qui donne petit a ou petit a, c'est-à-dire toujours petit a. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on observe dans la descendance? On a soit petit a sur grand A, c'est le phénotype de la F1, soit petit a sur petit a, c'est le phénotype de la souche black. Donc j'obtiens 50% de black et 50% de sauvage. Okay. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai considéré que le mâle, il était là et la femelle, elle était là. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là, dans ce sens-là. Il n'est pas débile, mon tableau. Excusez-moi, je pensais que c'était débile, mais non. Ok, est-ce que ça vous va, ça? Est-ce que vous avez... Ça s'appelle donc un test cross, donc c'est un croisement test en français. Okay, test cross, c'est le terme anglais. C'est ça qui est utilisé le plus souvent comme terminologie, même en français. Okay. Donc, c'est les deux croisements classiques que vous pouvez faire, soit F1 par F1, soit test cross. Et la suite, donc là aussi, on conserve, on a toujours 50-50. Voilà. Et la suite, ce sera d'étudier ça chez la levure. Donc, ce sera ce qu'on fera dès lundi. Donc, ça sert. Le test de dominance-récessivité, c'est quand on fait la F1. C'est la F1 qui nous donne l'info. Okay. Ce que ça nous sert à tester, ce test cross ou le croisement F1 par F1, c'est le nombre de gènes qui sont impliqués dans le caractère et qui diffèrent entre les deux souches. Okay. Donc, commentaire de Maël. Si c'était les 4 combinaisons, à peu près 25%, on aurait pu émettre... Alors, il faut deux phénotypes pour avoir 4 combinaisons. OK? Non? Pour avoir 4 phénotypes différents, là, j'ai que black ou sauvage. Donc, j'ai que 2 phénotypes. Donc, quand on va s'intéresser plus tard à 2 gènes différents, on va voir que les fréquences vont changer. Quand on va s'intéresser à des gènes qui sont impliqués dans 2 caractères différents, on va pouvoir tester aussi s'ils sont proches ou pas en regardant les fréquences de crossing over, effectivement. Voilà. On verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Le crossing over, on a le temps de le voir. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse et je vous dis à lundi. Voilà. Donc d'ici là, travaillez bien, reposez-vous bien, relisez bien votre cours et puis profitez quand même un petit peu du week-end. On va avoir un peu de beau temps au moins samedi. Voilà. À bientôt. Monsieur, Oui, je vous écoute. du coup, là, avec le test cross que vous nous avez montré, est-ce qu'on peut du coup savoir si l'hypothèse elle est bonne ou pas? Oui, parce qu'on a 50-50. Ok, d'accord. Okay. C'est juste que dans le premier croisement F1 par F1, vous attendez 3 quarts, 1 quart. Et dans le deuxième croisement, vous attendez 50%, 50%. Okay. Et du coup, si on n'a pas 50-50, c'est qu'il y a plus d'un gène qui serait impliqué. Exactement. D'accord. Ok, merci monsieur. On aura le temps de voir ça, vous inquiétez pas. Mais c'est exactement ça, vous avez compris le principe. Ok, merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée et bon appétit. Monsieur ? Oui, je vous écoute. J'ai une question concernant les CC, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir comment ça allait se passer, les CC que vous allez faire toutes les semaines. Ça sera des QCM, c'est ça? Oui, ce sera des QCM un peu dans l'esprit de ce que je vous ai mis là. Vous aurez 7 questions, 10 minutes pour y répondre.